Bonjour à tous et bienvenue sur Déclic Numérique dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présenter le Panasonic Lumix G9. C'est parti. Comme d'habitude, je vous rappelle que cette vidéo est faite en partenariat avec Panasonic Lumix Belgium qui m'a donc prêté le matériel pour que je puisse vous en faire une revue. Et c'est exactement ce que je vais faire maintenant. Le Lumix G9 est donc un appareil hybride à capteur micro 4 tiers de la gamme G de Lumix. Il vient se mettre d'ailleurs tout en haut de cette gamme à côté du GH5 qui lui est plutôt spécialisé vidéo. Le G9 lui est clairement doté de fonctionnalités très avancées en photo, mais il n'est pas en reste au niveau vidéo. Côté spécification, on retrouve donc un capteur micro 4 tiers de 20 mégapixels qui est stabilisé sur 5 axes et qui peut également être couplé avec la stabilisation optique Dual IS2 des objectifs compatibles. Côté ergonomie, c'est clairement un boîtier que j'adore simplement parce que c'est un boîtier qui est construit et fait pour être solide et pour durer. On a un boîtier qui tient extrêmement bien en main avec un grip qui est vraiment de très grande taille. En fait, on est sur un boîtier qui est loin d'être compact puisqu'on est dans ce qu'on va pouvoir trouver comme taille au niveau des APS-C ou même des pleins formats de petite taille. Comparé par exemple à un AC3, on est clairement dans le même gabarit. Donc on est avec un grip qui tient très bien en main. C'est bien le premier appareil hybride que je tiens et où ma main tient complètement dessus. Je n'ai pas de doigt qui bascule en dessous. Ça veut dire qu'on a vraiment une excellente tenue en main. Alors ça se paye un petit peu forcément au niveau du poids, mais en contrepartie on a un boîtier qui est très bien construit, qui est très solide, également tropicalisé et qui est vraiment fait pour durer. Alors toujours dans les spécifications, on a un viseur électronique de quasiment 4 millions de pixels qui est vraiment d'excellente qualité, un écran orientable de quasiment 2 millions de pixels qui lui est totalement articulé et qui peut tourner dans toutes les directions. Ça c'est très pratique, surtout quand on a besoin de faire des photos dans des conditions un petit peu difficiles. On a sur le dessus un écran LED qui va vous permettre d'afficher les réglages de l'appareil, c'est souvent très apprécié. Chose assez sympathique aussi, c'est qu'il est muni d'un rétroéclairage que l'on peut utiliser en fait ici simplement en appuyant sur la touche au-dessus, le petit bouton qui est à côté du déclencheur. On active ou on désactive simplement l'éclairage de l'écran. Ça veut dire que même en conditions lumineuses assez difficiles, vous avez toujours des réglages qui sont bien visibles. On retrouve tout ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'on a le déclencheur avec le bouton d'allumage, on a une première molette, on a les 3 réglages de balance des blancs, des ISO et de la compensation d'exposition. On a également le bouton d'enregistrement vidéo qui est situé là. Pour ma part, je préfère quand il est au dos de l'appareil, mais il est quand même assez bien situé. On a une autre molette ici qui permet de faire les réglages, donc une première molette, une deuxième molette, et également à l'arrière de l'appareil, on a une troisième molette qui, elle, permet d'aller dans les menus, mais aussi d'être utilisée pour un des réglages. Chose très appréciable aussi, il y a un joystick qui va permettre de naviguer dans les menus, mais aussi de pouvoir facilement choisir le point d'autofocus. Donc quand vous avez l'œil collé dans le viseur, c'est souvent plus facile d'employer un joystick que les autres modèles qui demandent d'employer l'écran tactile. D'ailleurs l'écran, j'ai oublié de le mentionner, il est bien sûr totalement tactile, aussi bien pour la navigation dans les menus que pour les réglages d'autofocus, que pour agrandir, retracer une image, etc. Sinon sur le dessus on retrouve bien sûr la griffe de flash, on a également un bouton ici qui sert pour le mode fonctionnement, donc le mode auto, le mode manuel, etc. Et en dessous vous avez une deuxième molette qui elle permet de régler à ce moment-là le système de prise de vue. Donc si vous êtes en simple photo, en rafale, si vous êtes en photo 4K, en photo 6K, etc. Vous avez également ici un petit bouton sur le devant que je n'avais pas vu directement mais qui est très appréciable, qui permet de basculer en mode silencieux. Donc comme tous les appareils hybrides, vous avez la possibilité de déclencher avec un obturateur mécanique, mais aussi un obturateur électronique. Généralement, il faut aller dans le menu. Ici, il suffit simplement de basculer à ce moment-là le petit levier et vous passez en mode silencieux, ce qui est vraiment très appréciable parce que forcément, on n'a plus aucun bruit au niveau de la prise de vue. Sur le côté, on retrouve une prise micro. On a également ici une sortie casque qui est très pratique aussi. On a là derrière simplement une sortie HDMI et la sortie USB. Alors c'est de l'USB 3 qui va permettre d'une part de le connecter au PC mais aussi de le recharger. Et chose vraiment très appréciable ici, c'est la première fois que je constate ça sur un appareil aussi bien chez Lumix que dans les autres appareils que j'ai déjà testés, c'est que vous pouvez employer l'appareil directement alimenté par là. Donc quand vous avez à ce moment-là l'appareil qui est éteint, la charge va à ce moment-là recharger la batterie. Si votre appareil est allumé, il prend directement depuis la source. Moi ça m'est arrivé d'arriver un petit peu à court de batterie parce qu'après 8-9 heures d'utilisation, l'appareil forcément est un petit peu à court de jus. Du coup je l'ai branché sur la batterie externe et j'ai pu continuer à shooter simplement avec un câble et la batterie externe qui était dans ma poche. Ça c'est quand même quelque chose de très avantageux. Sinon à l'arrière on retrouve les boutons fonction, le bouton pour prévisualiser, on a encore un autre bouton fonction ici qui au départ est associé au système d'autofocus. Vous avez la touche d'accès menu rapide, vous avez les informations d'affichage. En dessous on retrouve la fixation du trépied et forcément le logement de la batterie. Et sur l'autre côté on a ici le clapet dans lequel on va pouvoir mettre les deux cartes SD. Donc ce sont des cartes SD qui peuvent être compatibles à la norme UHS 1 et UHS 2.
très pratique forcément. Du coup ça vous permet d'enregistrer soit les vidéos d'un côté, les images de l'autre, soit de les mettre l'une derrière l'autre, c'est-à-dire que vous étendez la capacité, ou alors ce que moi je fais toujours dans ce cas-là, c'est d'enregistrer mes fichiers à la fois sur les deux cartes. Comme ça, si je devais avoir un problème, j'ai directement un backup automatique de mes fichiers. Alors pour tester le boîtier, j'avais avec moi le 30 mm macro f2.8 qui est vraiment un chouette petit objectif. Je vous montrerai des exemples de photos prises avec. Alors c'est un objectif qui donc sur un micro 4/3, enfin un équivalent 60 mm, f2.8 c'est vraiment bien parce qu'il y a une grande ouverture. L'inconvénient, c'est que vu qu'on a une focale cam de 30 mm, on a une distance de mise au point minimale de 10 cm. Ça veut dire qu'en gros, quand vous faites au plus gros grossissement, vous êtes à peu près à ça du sujet. C'est pas très pratique pour des insectes ou des choses comme ça parce qu'ils auront tendance à fuir. Mais sinon, l'objectif est vraiment de très bonne qualité. Sinon, avec ça, j'avais aussi l'excellent 200 mm f2.8. Ça, c'est vraiment la Rolls que vous pouvez trouver au niveau des objectifs micro 4/3. C'est un objectif Panasonic Leica. Je vous montrerai des photos avec, il est vraiment exceptionnel. Ce n'est pas bon marché, on est quand même sur un objectif qui vaut plus de 2000 €, 2000, 2005, quelque chose comme ça. Mais sur micro 4/3, ça fait un équivalent 400 mm. Et donc, même si ça paraît beaucoup d'argent, comparé à ce que l'on aurait besoin sur du plein format pour avoir une focale équivalente, on a simplement un prix qui est divisé par 4. Si vous prenez un 400 mm genre f2.8 ou quoi chez Canon, vous en avez pour pas loin de 12 000 €. Ici, vous avez un 200 mm f2.8, donc c'est pas tout à fait la même ouverture avec le crop factor, mais ça n'empêche que vous avez d'excellents résultats pour un quart du prix seulement. Donc je pense que c'est vraiment une solution excellente. Si je devais me lancer dans la photographie animalière, je pense que je penserais clairement à ce genre de solution-là. À côté de ça, j'avais un autre objectif qui est quand même assez fabuleux aussi, c'est le 100-400 mm. Donc c'est un objectif à un zoom, donc si vous voulez c'est un petit peu comme les 150-600 qu'on trouve sur des pleins formats. Ici c'est un modèle de pré-production, donc la bague est un petit peu dure, mais ça simplement parce que c'est une version qui a déjà pas mal d'années et qui est déjà pas mal servie. L'intérêt ici c'est qu'avec cet objectif là, un 100-400 mm, sur du micro 4/3, ça fait du 200-800 mm. Autant dire que vous pouvez à ce moment-là faire de l'animalier de très loin et d'avoir des cadrages très serrés, même sur des animaux qui sont pas très grands. Je vous montrerai toujours des clichés aussi. De nouveau, c'est un objectif qui est vraiment excellent. Bien sûr, toujours un petit peu mou quand on arrive en bout de focale à 400 mm. Les résultats sont un petit peu moins bien, mais ça n'empêche que c'est très honorable. Mais comparé à ce que j'ai déjà vu sur des 150-600 mm de Tamron ou de Sigma, celui-ci, pour moi, il a clairement un meilleur rendu. Et bien sûr, tout ça m'a permis de pouvoir tester donc le Panasonic G9 ici. Et maintenant, je vais un petit peu vous dire ce que j'en pense. Alors le G9 pour moi j'entendais beaucoup simplement parce que c'est vraiment le haut de gamme. Donc vous avez le GH5 qui est spécialisé en vidéo et vous avez le G9 qui est spécialisé en photo. Donc forcément si je suis déçu par cet appareil là, ça sert même à rien de chercher plus loin. Mais ce n'est pas du tout le cas. En fait cet appareil m'a vraiment donné satisfaction depuis les premiers moments où je l'ai pris en main. Déjà la prise en main est excellente, tous les boutons sont parfaitement positionnés, toutes les fonctionnalités nécessaires sont dedans. Alors juste pour vous faire entendre la rafale aussi. La rafale est juste extraordinaire et en plus de ça, il y a un énorme buffer dedans. Ici, bon, moi j'ai des cartes qui sont pas les meilleures, mais si vous avez des bonnes cartes, ça veut dire que le buffer va très vite se vider dans les cartes et donc pouvoir continuer. Ça vous permet de faire des séries de 20, 30, 40 clichés sans aucun problème et sans rater le moindre moment. On est à une rafale qui est quand même assez impressionnante. Autre chose qui me plaît bien aussi, c'est qu'on retrouve, comme il y avait sur le G90 que je vous ai parlé récemment, un bouton qui va permettre de sélectionner le système de mise au point manuel, de mise au point en continu ou de mise au point single, simplement d'une simple rotation ici du pouce. Ça marche extrêmement bien, le joystick est vraiment super, l'autofocus marche à merveille, j'ai eu très peu de déchets, donc je suis parti à Paris-des-Arts pendant une journée, j'ai pris à peu près 2000 clichés avec. Et s'il y en a là-dedans 10% qui n'étaient pas tout à fait nets, c'est beaucoup. Sachant que là-dedans, il y a forcément ceux que moi j'ai aussi foirés parce que j'avais pas forcément les bons réglages et que sinon parfois simplement un animal qui bouge trop vite ou moi qui bougeais pendant que je faisais la prise de vue, ça arrive aussi. Donc forcément la majeure partie des clichés étaient nets et après c'est souvent moi qui ai fait une erreur de mise au point en elle-même, sachant que j'ai pas forcément employé le bon mode d'autofocus, ou ça m'est arrivé plusieurs fois d'oublier de passer en AF continu, ou alors simplement de ne pas mettre la mise au point au bon endroit. Donc ça arrive aussi, mais j'ai vraiment pas été déçu du tout de l'autofocus, bien au contraire. Alors seule impression bizarre que j'ai eu au départ, c'est en regardant les photos sur l'appareil, sur l'écran à l'arrière. Dans le viseur optique pas, il est vraiment excellent, mais à l'arrière je trouve la définition un petit peu légère, et quand on fait un grossissement sur la photo pour voir s'il était net ou pas, on a l'impression que la photo ne l'est pas vraiment. Et dès qu'on la regarde sur un écran derrière, à ce moment-là, là ça commence à prendre de l'ampleur. C'est-à-dire que là on constate vraiment à quel point il y a du piqué dans l'image. Et donc ça m'a
énormément rassuré. J'avais fait quelques essais avant d'aller à Peridesa pour m'assurer que tout fonctionnait bien. Et finalement, au final, je regardais plutôt dans le viseur la qualité. Donc si j'avais clairement un reproche à faire sur cet appareil-là, et c'est vraiment pour pinailler, c'est la qualité de l'écran qui pour moi est un cran en dessous de tout le reste du boîtier. Il est très bon, mais quand on voit la qualité du viseur électronique et la qualité de tout le reste, l'écran à l'arrière manque un petit peu de définition. Alors pour la photo, il n'y a vraiment aucun problème, cet appareil répond à tous les besoins nécessaires. J'ai vraiment pas réussi à le mettre en défaut, j'en suis super satisfait. J'ai réalisé des clichés avec cet appareil que je n'aurais sans doute pas réalisé avec mon équipement personnel. Là, on attendrait un petit peu moins cet appareil, c'est au niveau de ses caractéristiques vidéo. Je l'ai pas énormément testé simplement parce que je suis pas vidéaste et donc je suis pas le meilleur pour faire ça. À mon avis, il y a Pierre des éleveurs de pixels qui sortira une vidéo dans les semaines qui suivront, puisque normalement il devrait aussi avoir le G9 en prêt. Lui, il le fera sans doute beaucoup plus que moi, donc je le laisserai faire pour ça. Mais en tout cas, côté spécification, sachez qu'il est capable de filmer en 4K sans crop factor. Donc vous avez le plein capteur que tu utilises et jusqu'à 60 images par seconde. Et en Full HD, vous pouvez monter jusqu'à 180 images par seconde. Donc ça veut dire que si vous faites du 30 images par seconde au niveau de votre montage, vous avez un ralenti de 6 fois, ce qui est énorme. Alors forcément, dès qu'on passe en haute vitesse, on est dans un mode créatif. Donc là, on perd l'autofocus et on perd les réglages. On n'a plus que la compensation d'exposition. Mais de nouveau, ce boîtier n'est pas un boîtier fait pour la vidéo, mais ce qui fait en vidéo, il le fait très bien. Vous avez les profils classiques. Par contre, vous n'avez pas de profil type vidéo, genre le Vlog. Forcément, on n'est pas dedans. Donc quelle est mon opinion finale sur ce boîtier? Ce boîtier est simplement pour moi une petite merveille. Donc il faut savoir qu'il est entre 1500 et 1600 euros, il me semble, à l'heure actuelle au niveau du marché. C'est de l'argent, mais c'est de l'argent qui est à mon avis bien investi, parce que franchement il n'y a vraiment rien à regretter sur ce boîtier là, il n'y a vraiment rien à acheter dessus. Si je devais lui mettre un défaut, ce serait d'une part l'écran arrière qui est pour moi, pour avoir un petit peu plus de définition, pour être plus juste par rapport à la qualité des photos qu'il produit. Et alors peut-être aussi le fait que forcément c'est un appareil micro 4 tiers, donc vous aurez un capteur micro 4 tiers. Mais donc c'est pas vraiment un défaut en soi, mais ça veut dire que pour trouver mieux, il va falloir encore allonger pas mal d'argent en plus. Alors pour moi ce boîtier n'est pas destiné à n'importe qui non plus, il est certes cher, mais en tout cas il répond clairement à des besoins professionnels ou des besoins vraiment spécifiques en photographie, c'est-à-dire que ce n'est pas un appareil qui est fait pour faire de la photo souvenir vite fait mal fait, c'est vraiment un appareil qui est fait pour faire de la photo de manière très très sérieuse. Et je pense qu'il est vraiment très adapté pour la photo animalière et la photo sportive. Ce qui m'a énormément plu dedans, par exemple, c'est au niveau du tracking. Donc c'est une fonctionnalité d'autofocus que j'avais jamais beaucoup employée sur la gamme Lumix, mais qui permet de définir un point dans l'image et de faire le suivi dessus. Et là, par contre, contrairement à ce que j'avais vu sur les autres boîtiers où ça marchait mais sans trop, ici vraiment le tracking fonctionne particulièrement bien. Et autre chose de très appréciable que j'avais encore jamais remarqué non plus sur les autres boîtiers Lumix, peut-être moi qui ai mal testé, mais quand vous employez la mise au point sur l'œil et qu'il ne trouve pas l'œil, à défaut il va prendre le visage et à défaut du visage il va prendre le corps entier. Et donc j'ai réussi comme ça à avoir des photos nettes de personnes qui étaient de dos, non pas en employant un focus à un endroit particulier, mais en employant le tracking de personnes automatique. Et ça c'est vraiment très agréable, parce que ça veut dire que si vous faites de la photo sportive, vous ne devez pas vous tracasser, vous mettez dans ce mode là, vous pouvez toujours passer outre et définir un point de focus, mais dans le mode par défaut, à ce moment là il va suivre l'œil, ou à défaut il va suivre le visage, ou à défaut le corps entier. Donc vous l'aurez compris, je suis hyper satisfait de ce boîtier, je le conseillerais vivement si ça correspond à vos besoins, si vous voulez un boîtier qui est solide, qui est endurant, qui est capable d'avoir de hautes performances en photographie avec un capteur micro 4 tiers qui permet de contenir un petit peu le poids et les dimensions, et couplé à des focales comme le 100-400 ou 200 mm si vous avez le budget pour ces optiques là, clairement vous pouvez pas être déçu. Je pouvais pas être dans les meilleures conditions pour tester que le G9 et le 200 mm par exemple. Ces deux équipements haut de gamme et les deux ensemble fonctionnent à merveille et vous pouvez d'ailleurs le constater dans les photos que je fais défiler. Voilà donc mon avis pour le Panasonic Lumix G9, j'espère que ça vous aura plu, j'espère avoir répondu aux questions qu'éventuellement vous posiez. Si vous avez des questions concernant ce boîtier, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, ils sont là pour ça. Quoi qu'il en soit, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, likez-la, commentez-la, partagez-la. N'hésitez pas à vous abonner au groupe Facebook ou à la page Facebook de Déclic Numérique. Vous avez également le compte Twitter de Déclic Numérique et mon compte Instagram. Vous retrouvez les liens de tout ça à la fois dans la description de la vidéo, mais aussi dans la bannière de la chaîne. Et sinon, moi je vous dis à samedi pour une nouvelle vidéo sur Déclic Numérique.